L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à vous, chers internautes, chers téléspectateurs de ESAE Télévision. Vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes de ce dernier lundi du mois de juillet 2023. Cet après-midi, nous parlerons du sommet Russie-Afrique. Nous irons en Pologne et en Lituanie. Nous allons quand même faire une petite escale du côté de Niamey pour savoir ce qui se passe de ce côté. Qu'est-ce que la CEDEAO et l'UEMOA ont décidé? Qu'est-ce que la France et l'Union européenne ont décidé? Vous aurez le temps de le savoir au cours de notre émission et si le temps le permet, nous allons clôturer par la Nouvelle-Zélande. Et pour ça, je reçois pour vous deux panélistes. Il s'agit de Morgan Assogba Metondi, consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Ça va Morgan? C'est un grand L'actualité, plaisir. c'est magma, hein? C'est très intéressant. Le second panéliste de cet après-midi, il est le nouveau venu à la team. Il s'agit de Sylvestre Zola, actualité internationale. Monsieur analyste, tout, bonsoir. Bonsoir, Tati. Première fois sur notre plateau. C'est plaisir. Voilà. Alors, le décor ainsi planté, chers internautes, nous allons démarrer par le sommet Russie-Afrique, où les dirigeants africains ont étalé leur dissension. Sommet Russie-Afrique, les chefs d'État et gouvernement africains étaient chez le seigneur du Kremlin. Morgane. Effectivement, le seigneur du Kremlin, et qui règne au Kremlin comme s'il était en train de régner sur le monde. Il faut dire que les chefs d'État africains, malgré le fait qu'on observe cette sorte de dissension, restent quand même intéressés aujourd'hui par ce que la Russie offre, qui est une alternative différente de l'alternative à laquelle ils ont toujours eu affaire. Et c'est tellement important que même ceux de l'autre camp, de l'Occident, se sont arrangés pour montrer à quel point c'était un échec, alors que c'est simplement parce qu'ils veulent voir un échec. Ouais. C'est une réussite. En temps de guerre, qu'un État qui soit en train d'agir sur le plan conflictuel arrive à mobiliser un parterre diplomatique de cette envergure, malgré ce qui est de bonne guerre, les probables tentatives d'influence de certains acteurs africains par rapport à leur participation à ce sommet, ce qui explique la réduction de la participation par rapport à Sochi, c'est un succès. Maintenant, il s'agit d'un succès pour qui? Succès surtout pour la Russie, qui montre quand même qu'elle continue d'avoir une interaction diplomatique avec le reste du monde, même si c'est l'Afrique. D'accord. Et l'Afrique qui est le centre d'intérêt aujourd'hui de tous les acteurs internationaux par rapport à cet aspect. Mieux, il faut quand même souligner l'aspect plus ou moins pertinent de la question qui est la capacité des États africains à pouvoir tirer profit en tant qu'Afrique de cette opportunité de la Russie. On a l'impression que cette capacité est battue en brèche. On a l'impression que les États africains vont pour des intérêts individuels, Ouais. ce qui risque à court terme d'être
effectif, productif, mais à long terme, va encore nous remettre dans le même cas. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont besoin de blé, de céréales. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont besoin des D'armement. armes. Et donc, chacun y va pour son compte, alors qu'il est opportun pour l'Afrique De aujourd'hui parler d'une seule voix. de parler d'une seule voix. Alors, je me retourne un peu vers vous, Monsieur Zola, dites-moi un peu, quelle est la symbolique qui lie aujourd'hui la Russie à l'Afrique? On sait que avec les Occidentaux, on dira par exemple que la Grande-Bretagne, la France ont colonisé certains pays africains, ce qui est loin d'être le cas de la Russie. Alors aujourd'hui, c'est quoi cette symbolique-là qui lie le continent africain à la Russie? Bon, merci déjà, Tatiana, de m'avoir invité sur votre plateau. Je salue mon ami en face. Vous savez, je prends ce sommet-là tout en vase clos. Ce n'est pas normal, déjà, pour commencer, que ce soit un sommet Russie-Afrique. Et que ce soit, nous sommes à la 2e édition, et que ce soit nos dirigeants qui soient invités. C'est un sommet Russie-Afrique. Nous avons déjà fait la première édition à Sochi. Pourquoi ne pas faire la 2e édition quelque part en Afrique? Si tel est que, effectivement, nous avons envie de nouer de nouveaux partenariats. Il y a un mandat international qui plane sur la tête de Vladimir Poutine, donc il ne pouvait pas sortir de son pays. Il y a un mandat d'arrêt international qui plane sur Poutine. Je ne vais quand même pas prendre mon invité, j'invite et je permets à mon voisin de venir l'agresser chez moi. Ça, c'est des codes diplomatiques. Vous êtes sérieux, M. Zola? Oui, je suis très sérieux. Et les rares fois où ces genres d'actions se sont produites, nous savons ce que ça a donné. Nous voyons avec le génocide rwandais, il y avait eu ce cas où un président a rendu visite à son voisin et a été attaqué dans ce pays. Nous avons vu un peu ce que ça a donné. Donc les gens font très attention, même si les populations, les peuples profèrent des menaces ou disent des choses, ou encore c'est la justice internationale qui délivre un mandat, la responsabilité finale revient à celui qui invite, celui qui reçoit. Je ne peux pas recevoir mon invité et le livrer. D'accord. Bon, cela aussi, c'est toujours à prendre en griffe. Maintenant, ce sommet en général, j'ai du mal à comprendre la position des dirigeants africains qui sont présents là-bas. Lorsque nous écoutons leurs discours en général, c'est comme si nous fuyions un maître et nous donnons à un second maître. Parce que nous voyons déjà en ce maître-là un sauveur, un Superman qui va nous sauver, qui va nous protéger, qui va nous donner. Dès que je prends une partie du discours du président camerounais, du début à la fin de son discours, nous voulons de l'aide. Il faut qu'on nous aide. Il faut que la Russie nous aide. Nous avons besoin de l'aide. Non. Nous ne devons plus aller dans des collaborations aujourd'hui avec cette mentalité d'aller rechercher quelque chose. Donc, à vous entendre, il n'y a pas une symbolique qui lie la Russie et l'Afrique. C'est juste stratégique. D'accord. Pour la Russie, mais pour les Africains, ça va dans tous les sens. Ce n'est pas du tout organisé, ce n'est pas du tout coordonné. Je pense que c'est ce qui serait bien si les pays pouvaient s'organiser pour avoir une demande commune. Ce n'est pas que le Burkinabé va parler, il a besoin des armes, le Malien va dire non, moi j'ai plutôt besoin de céréales, et ça va dans tous les sens. Non. D'accord. Alors, Morgane, tout à l'heure, il a parlé justement du président camerounais. On sait que, comme les Camerounais l'appellent souvent, le vieux lion ne sort jamais de sa tanière comme ça, mais cette fois-ci, nous l'avons vu du côté de la Russie. Ça, c'est un. Alors, la deuxième question, le deuxième volet de ma question, c'est de savoir, la Russie veut-elle vraiment investir en Afrique, ou alors c'est juste une façon de chercher à embêter les Occidentaux? Déjà, il faut comprendre que si le vieux lion, comme vous l'avez si bien appelé, est sorti de sa tanière, ça signifie qu'il y a quelque chose de très important. Il y a du lourd qui se déroule. Il faut aller au-delà des écrans pour comprendre les enjeux profonds de cette rencontre avec les chefs d'État africains. Le monde, actuellement, est en train de se redéfinir. Tous les acteurs internationaux le reconnaissent. On a même des blocs économiques de grande influence qui sont en train de se créer. Le BRICS, aujourd'hui, est une menace pour
l'appareil économique traditionnel, ce qui a même amené ceux qui font partie des acteurs majeurs de cet appareil traditionnel à parler d'un nouveau pacte financier. Aujourd'hui, les BRICS constituent une menace suffisamment forte qui est économique, mais qui est aussi géopolitique et géostratégique. Et donc, en dehors de l'apparence de ce que nous allons offrir à certains pays africains, l'âme, le blé, tout le reste, il y a des enjeux géopolitiques et stratégiques qui se sont négociés en backdoors, diplomatie. Ouais. Et ça, il faut la présence de ceux qui sont capables de prendre les décisions. Donc, le vieux lion est sorti. Pour ce qui est des intentions réelles de la Russie a besoin d'investir ce qu'elle a actuellement pour s'assurer qu'elle restera dans sa dynamique sur du long terme. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, la Russie a dépensé énormément dans cette guerre, beaucoup plus qu'elle ne le pensait certainement au départ. Une guerre qui croyait est claire, hein? Est claire. Et il n'y a pas que la Russie qui a investi. Il y a les acteurs de l'autre côté de l'Occident qui ont aussi investi énormément en Ukraine pour que l'Ukraine puisse exister. C'est des milliards comme on n'a jamais vu. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si on a investi autant dans le Covid qu'on est en train d'investir dans cette guerre. Maintenant, un investissement, pour tous ceux qui sont un peu familiers à ce que c'est que les affaires, appelle à un retour sur investissement. Ce qui fait que celui qui remporte ce conflit en cours aura tous les contrats de reconstruction de l'Ukraine. Et la reconstruction de l'Ukraine et de certaines autres, institutions qui ont été détruites, c'est beaucoup d'argent. Et donc, toutes les entreprises qui vont gagner ces contrats-là seront comme une façon de recueillir le retour sur investissement. Et donc, la Russie aujourd'hui a besoin d'investir pour assurer sur le long terme son essor économique. Et l'Afrique, il n'y a pas mieux que l'Afrique aujourd'hui pour le futur de l'économie. C'est pas que la Russie qui s'intéresse à l'Afrique, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, c'est la France qui se plaint. L'année dernière, il y a eu le sommet États-Unis-Afrique. Oui, c'est la France qui se plaint même du fait qu'elle est en train de perdre ses repères en Afrique. Ce n'est pas juste des repères stratégiques militaires, non, mais c'est surtout des repères économiques. Parce que sans l'économie, on ne peut pas financer le militaire. Les enjeux aujourd'hui dans l'investissement sur le plan de la sécurité en Europe sont énormes. Et donc, où est-ce que les acteurs majeurs de la scène européenne vont aller puiser l'argent pour investir autant d'argent dans l'armement pour redonner vie à leur sécurité? Et où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour financer le pacte financier alors que les enjeux en Afrique sont dans un état assez difficile? Donc la Russie est dans la logique normale et a intérêt à investir en Afrique. Alors justement, M. Zola, nous avons vu au cours de ce sommet une scène de ménage entre le président Macky Sall du Sénégal, qui a quand même fait une réponse du berger à la bergère à son jeune frère du Faso. Exactement, oui. Et cette scène-là démontre exactement l'aspiration au changement prônée par les jeunes militaires qui prennent le pouvoir dans la sous-région. Vous allez comprendre que c'est deux discours totalement opposés. Les jeunes adoptent plus une attitude de collaboration. Pendant que les anciens, les caciques, là, sont toujours dans leur système historique de donner. Oui, mais est-ce qu'un vieux assis ne voit pas plus loin qu'un jeune debout? Je suis d'accord avec vous, mais dès que vous voyez que l'environnement commence pas à changer, il faut vous adapter. C'est ce que les dirigeants n'ont pas fait ou ne font pas, et les coups d'État les suppriment. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un désir de changement qui n'est pas forcément militaire au niveau de la jeunesse africaine. Mais il n'est pas nouveau, le désir de changement. Justement. Ce désir était déjà là quand Feu Compaoré vivait. Il était déjà là quand Jerry Rawlings a pris le pouvoir au Ghana. Donc, c'est pas un nouveau. Justement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui concourent. Quoi, vous voulez me parler des réseaux sociaux? Ça peut changer la donne? Évidemment, oui, parce que ça porte plus loin et plus rapidement l'information.
ça laisse pas le temps aux gens de réagir. Parce qu'entre-temps, les choses se décidaient et ça prend du temps avant que l'information ne passe au niveau de la masse. Mais aujourd'hui, à la minute où vous signez, à la même minute, le document est publié et ça circule partout. Mais ça fait que les gens font plus attention à ce qu'ils donnent, à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Mais les anciens n'ont pas encore compris ça et n'ont pas encore, ils n'ont pas encore pris ça en compte dans leur politique. Mais ça va faire qu'ils seront toujours surpris. Ils sont toujours surpris par des coups d'État, des coups de force comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter leur peuple. Ils n'ont pas le temps de faire ce que le peuple veut. Okay. Alors que la jeunesse africaine actuellement est très bouillonnante. Et il y a vraiment envie de mouvement. Il faut que ça change. Il faut que les choses bougent. Tout le monde veut que ça bouge. Alors, lors de la photo de famille pour la cérémonie de clôture, on a quand même constaté qu'il y avait certains présidents qui ne figuraient pas. Entre autres, il y a le Congolais Denis Sassou Nguesso qui n'était pas là, le Sénégalais Macky Sall et le Bissau-Guinéen. Votre réaction? C'est tout à fait compréhensible. C'est un message diplomatique. Ils sont allés à cette rencontre, mais ça ne signifie pas qu'ils sont pour tout ce qui se fait, parce que ces chefs d'État ne sont pas des individus, c'est-à-dire ne se représentent pas eux-mêmes. Ils représentent une nation. Et une nation a des intérêts. Les intérêts de cette nation résident dans les différentes formes de partenariat que cette nation a avec d'autres acteurs. Et le Sénégal a des partenariats très poussés avec les pays de l'Occident qui n'admettent pas forcément ce qui se passe en Russie. Pareil pour... oui, pareil pour lui. Donc, ceux dont vous avez constaté l'absence sur la photo d'ensemble ou photo de famille sont des gens qui font passer un message. On y est allé parce qu'on a quand même le devoir d'aller et de voir ce qui se passe, mais pas parce qu'on est pour forcément ce qui est en train de se dire. De l'autre côté, il faut quand même dire que cette réponse du berger à la bergère ouest-africaine, ce qui est vraiment, oui, on a étalé notre linge, hein? Oui, montre la désintégration qui est en train de s'opérer en Afrique de l'Ouest et que les acteurs de cette institution d'intégration qui apparaît comme la plus évoluée du continent africain, qu'on le veuille ou non, la CEDEAO elle est très en avance, hein, très comparée en avance. À la SADC, à la CEAC, oui, à la CEMAC également. La CEMAC montre qu'elle est à un niveau de croissance qui l'oblige soit à redynamiser l'institution ou simplement à continuer dans la désintégration, c'est-à-dire soit elle survit et devient une institution plus forte, ou elle perd une grande partie de ses membres, ceux-là qui font qu'elle existe. Vous permettez que je vous arrête, parce que vous voyez cette attitude de la CEDEAO. D'office, elle est vouée à l'échec. La CEDEAO est appelée à disparaître, même s'il faut disparaître pour redonner naissance à une autre institution. Mais cette CEDEAO-là, en CRIF, elle doit disparaître. Parce qu'elle a pris le temps de montrer ses limites. Nous avons vu des changements constitutionnels dans certains pays. Alors, je vous stoppe, Monsieur Zola. Oui. On va parler de la CEDEAO tout à l'heure lorsque nous allons faire l'escale du Niger. Nous allons permettre à Morgane de chuter pour pouvoir parler de l'escale nigérienne. Et donc, je disais simplement que nous nous retrouvons là dans une situation très compréhensible qui ne saurait mettre en exergue une sorte de divergence en Afrique. On ne va pas prendre le cas de la CEDEAO pour dire que les pays africains qui sont allés à ce sommet-là ont montré une sorte de divergence qui ne s'entendent pas. Non, tous les pays africains qui ont mis pied à ce sommet et ceux qui ont voulu aller, mais par respect de leurs engagements divers, n'ont pas pu se rendre, aujourd'hui ont manifesté l'intérêt de regarder dans le sens du partenaire russe. Ce qui est totalement compréhensible parce que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Alors, l'escale de cet après-midi nous conduit au Niger, Monsieur Zola. Le Niger a renoué avec les vieux démons des coups d'État. C'est ce que je n'arrête pas de dire. C'est un vent qui souffle. Et ce vent va s'étendre à tous les régimes qui ne respectent ou qui ne correspondent pas
à cette aspiration de la jeunesse africaine. Donc, vous estimez que ce qui s'est passé au Niger, c'est une question de vent? Oui, j'estime bien que c'est une question de vent. Vous êtes sérieux? Oui, parce que, vous savez, il aurait suffi que moi, voisin de M. Morgan, j'ai des difficultés avec la sécurité dans ma maison. J'identifie celui qui est responsable. Je le mets dehors. Mais M. Morgan, aussitôt, récupère cette personne-là et l'intègre dans sa maison. Vous pensez que je serai toujours en sécurité, sachant que mon agresseur est juste à côté de moi? Donc, vous voulez lier le putsch qu'il y a eu au Niger à une question sécuritaire? Exactement. C'est réellement une question sécuritaire. Et c'est ça même la base même des coups qui sont arrivés dans la région. C'est une question purement sécuritaire. Alors, Monsieur Morgan, je vais vous poser, ma question, elle aura deux volets. La première, c'est de savoir est-ce que c'est un effet de contagion quand on sait que le Niger est entouré du Mali et du Faso. Bon, un peu plus loin, on a la Guinée-Conakry. Et puis, par rapport à ce qui s'est passé au Niger, il y a eu le sommet de la CEDEAO qui s'est déroulé hier du côté d'Abuja. Alors, on se demande où nous avons eu droit à un texte grandeur nature. Est-ce que le président en exercice de la CEDEAO, est-ce qu'il avait vu ça venir? Est-ce qu'il est sûr que lui qui avait clamé il y a encore quelques semaines du côté des Bissau que l'ordre constitutionnel va revenir et qu'on va mettre fin à ces États dictatoriaux? Est-ce qu'il a vu ça venir? Commençons par le premier volet, la contagion ou le vent, c'est une façon compréhensible de mettre en exergue l'image auquel on a affaire. Mais je pense que la situation est beaucoup plus sérieuse et complexe que cela. Il ne s'agit pas juste de vent, il s'agit de problèmes spécifiques à chaque région. C'est vrai, la question de la sécurité n'est pas même, elle ne concerne pas que les pays du Sahel, même les pays du Golfe sont concernés par cette question de la sécurité. La question de la sécurité est là, mais les enjeux qui ont poussé chacun à se lancer sur la route d'un coup d'État sont différents. Et en général, on peut essayer de résumer cela à 2 points. Le coup d'État devient l'arme à utiliser lorsqu'il y a un malaise profond entre le peuple et les leaders ou entre les leaders et l'armée. Dans le cas du Mali, c'était de façon flagrante, le peuple et les leaders. Ensuite, on a eu le peuple et les leaders et l'armée. Dans le cas du Mali, le cas du Burkina Faso, le peuple et les leaders. Mais dans le cas du Niger, c'est très clair. Malgré la démonstration de force qu'on nous a fait plus tard avec un peuple dehors qui peut permettre de dire que oui, le peuple est concerné, cela paraît clair que le malaise qui a conduit forcément à ce coup d'État est un malaise entre les gouvernants et le militaire. Et donc ça, c'est assez spécifique. Maintenant, est-ce que cela s'inscrit dans une mode de contagion? Je pense que ce n'est pas forcément cela. On peut parler de cette ferveur qu'on a au niveau des peuples de l'Afrique de l'Ouest qui partagent techniquement la souffrance d'un autre peuple. Et cela peut maintenant devenir un problème des peuples lorsqu'on regarde la panoplie des sanctions qui veulent être mises en œuvre au Niger. On veut asphyxier le peuple pour le mauvais comportement qu'on estime des dirigeants. Ce qu'on a déjà reproduit au Mali, et on a vu les faits. Et en Guinée également. Et en Guinée aussi. Et donc là, ça pose un problème d'objectivité des sanctions. Est-ce qu'on veut punir le peuple nigérien ou on veut punir ceux qu'on considère comme les leaders du Niger qui ont fait un choix qui n'est pas approprié? Mieux, on donne 7 jours pour que on puisse réinstaller non seulement Monsieur Bazoum, mais qu'on puisse quand même rentrer dans les casernes, ce qui est techniquement, en matière de négociation, impossible, parce que vous amenez le vis-à-vis qui est à la table de négociation ou qui est censé être à la table de négociation de se renier. De régner ce qu'il a fait d'un coup comme ça, c'est pas possible. Moi, la question que je vais vous poser, vous êtes le consultant géopolitique. Est-ce que le coup d'État qu'il y a eu au Niger, c'est une question sécuritaire?
Le coup d'État qu'il y a eu au Niger, lorsqu'on écoute les acteurs de ce coup d'État, ils mettent en exergue deux raisons fondamentales. La question sécuritaire et la question économique. Qui est la routine? Est-ce à dire que s'ils prennent en charge le pays, ils vont régler la question sécuritaire et la question économique? Si ça se faisait d'un coup de bâton comme ça, je pense que toute l'Afrique se porterait très bien. C'est des questions assez profondes et dont l'approche nécessite une collaboration entre les pays de la sous-région. Et on a eu l'impression, ou du moins on a l'impression, que la collaboration entre les pays du Sahel concernés par la question de sécurité, que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ne fonctionnait plus pour que la question de la sécurité soit mieux gérée. Le confrère tout à l'heure a mis en exergue, j'identifie quelqu'un comme étant responsable de mon insécurité, je le mets dehors et tu le récupères. Je suis persuadé qu'il fait allusion à la France. Et est-ce que ça tourne autour de la France? Pas forcément. Ça ne tourne pas qu'autour de la France. Il y a plusieurs autres paramètres qui sont importants. Donc je pense qu'ici, on a affaire à une question sécuritaire, mais à une question sécuritaire qui est traitée d'une façon beaucoup plus singulière au lieu qu'on parle d'une façon beaucoup plus générale de la traiter. Oui, monsieur Zola. Exactement, parce que je reviens toujours là-dessus, c'est un problème sécuritaire, purement sécuritaire. On verra après les autres pans des revendications. Mais essentiellement, c'est des problèmes sécuritaires qui ont poussé les militaires. Rappelons-le, ce n'est pas un coup de force des civils, c'est des militaires qui sont fâchés de la façon dont leur pays est dirigé. C'est un nouveau fâchement. Et vous comprenez, et les gars ne sont plus en mesure. Donc c'est depuis 2021 que le pays n'est pas bien dirigé, ils sont fâchés. Non. Mais avant, le pays était bien dirigé, il n'était pas fâché. Justement, mais avant 2021, on n'avait pas cette recrudescence du terrorisme dans la zone. Mais aujourd'hui, vous comprenez que le terrorisme a avancé, a tellement avancé que cela impacte même les villageois. Tellement que les peuples sont touchés par ce terrorisme. Et le terrorisme face auquel les dirigeants restent insensibles. Bon, attends, à vous entendre, on a comme l'impression que ce n'est que les dirigeants africains qui sont incapables vis-à-vis du terrorisme, quand on sait que même à l'Occident, ils font pas bonne mine, hein? Justement, moi je parle de ce que je sais. Je parle de ce qui me concerne directement. Pour l'Afrique, j'ai des parents, j'ai des amis qui sont dans ces pays où le terrorisme est très très fort et avec qui je parle. Vous comprenez que automatiquement c'est parce que les dirigeants ont démissionné. Il n'y a pas un terrorisme qui ne soit pas fort. Même les incursions au nord Bénin sont fortes. Donc, le terrorisme, c'est ces gens-là qu'on ne voit pas, mais qui agissent pas. Alors, quand je vous entends, on a comme l'impression que avant 2021, au Niger, ça allait tout beau, c'était tout frais, il n'y avait pas encore eu d'attaque, alors qu'on se rappelle que même quand le président Issifou était là, il y avait des attaques. Je suis d'accord, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, l'environnement est beaucoup plus dégradé qu'entre-temps. Les choses sont très très mal actuellement, beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a des incursions dans le nord du Bénin aussi, mais avant, il n'y avait pas ça. Cela veut dire que le terrorisme se déploie et avance, mais que parallèlement à cela, les dirigeants restent carrément inactifs. Il y a un qui est allé jusqu'à dire que les terroristes sont mieux aguerris que l'armée régulière. C'est une façon de démissionner en fait. D'abandonner le peuple à son sort, de ne même plus se prononcer sur la question sécuritaire dans les pays. Vous comprenez? Si vous permettez, rapidement. Ce jeu de ping-pong, je ne veux pas parce que avec vous allez répondre, mais avant, je vais vous poser ma question. On a vu la France et l'Union européenne qui ont décidé de suspendre l'aide au développement au niveau du Niger. Alors moi, je me demande, est-ce que cette décision pourra changer la donne? Quand on voit déjà l'élan que les putschistes au niveau du Niger ont entrepris. Il est clair que la communauté internationale, et quand je parle de la communauté internationale, je fais allusion à la France, à l'Union européenne, à la CEDEAO et toute autre institution, l'Union africaine. Il est clair qu'ils n'ont pas retenu concrètement, ou du moins peut-être qu'ils ont d'autres éléments que nous ne percevons pas, mais il est clair qu'ils n'ont pas retenu la leçon du comportement du Mali.
On a entendu le Premier ministre par intérim du Niger dire sur les chaînes de 24 France 24 que il est conscient d'un fait, c'est que il connaît la situation économique du Niger, que le Niger ne pourra pas survivre à ces sanctions pendant longtemps. Et je me demande si les experts qui ont décidé d'envoyer cette batterie de sanctions en sont conscients et savent que c'est une façon de pousser, si le peuple n'était pas entre-temps aligné derrière les putschistes, c'est une façon de pousser le peuple dans les bras des putschistes et même de susciter de l'intérêt de tous ceux qui s'inscrivent dans une logique panafricaniste à renforcer les capacités économiques de ce peuple. Parce qu'on l'a vu avec le Mali, il y a eu un compte qui avait été ouvert par les panafricanistes pour soutenir le Mali. Et donc, c'est une stratégie, une politique qui ne pourra pas forcément porter ses Surtout fruits. que les poutistes ont dit qu'ils ne voulaient pas une ingérence étrangère. Ils l'ont dit. Et il ne s'agit même pas juste du cas du Niger. Les sanctions aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la façon dont ces sanctions sont prises ne sont pas suffisamment effectifs, ne sont pas suffisamment productifs dans le cas de prise de pouvoir par la force. Mais c'est beaucoup plus dans le cas d'espèce, le dialogue, les négociations, trouver la meilleure façon d'accompagner le choix qui semble être opéré par le peuple, encore que c'est une notion polémique qu'on peut débattre, mais quand même, il y a des leaders qui ont fait un choix, il faut les accompagner. Pareil pour ceux qu'on qualifie déjà, qu'on catégorise déjà. Il faut rappeler qu'au passage, en Russie, monsieur le président du Burkina Faso a bel et bien aussi fait un clin d'œil au Niger et a dit que oui, voilà, au Niger aujourd'hui, on a un changement qui pourrait renforcer le travail ensemble. Donc ça nous donne déjà une idée de la perspective, d'où va le soutien du Burkina Faso dans cette question, d'où va le soutien du Mali dans cette question, et donc le processus de désintégration risque d'être renforcé si la CEDEAO ne revient pas sur sa décision. Alors justement, pour sortir du sujet de cette escale nigérienne cet après-midi, M. Zola, au départ, on a eu un autre visage qu'on a présenté comme étant l'homme fort, le nouvel homme fort de Niamey, mais depuis quelques jours, c'est le général Tiani qui est le véritable homme fort. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a bien caché son jeu? Bon, je ne dirais pas qu'il a bien caché son jeu. Moi, je dirais plutôt qu'il y a eu un petit souci de coordination au niveau de cette... Non, vous êtes sérieux? Quand je viens devant la télévision nationale, je dis désormais c'est moi l'homme fort, je sors mon discours et après on me substitue à quelqu'un d'autre. Justement, cela dénote du malaise ou bien de la mauvaise organisation qu'il y a eu autour de ce putsch. C'est des gars qui ne s'étaient pas entendus complètement, convenablement, qui n'ont pas un plan bien défini. Un militaire va comme ça à la bataille sans se préparer? Du coup, c'est des militaires, c'est des gens qui ne durent pas dans la réflexion. Ils sont plus action que, beaucoup plus action que... Je ne suis pas d'accord. Ah non. C'est les gens ça, c'est les militaires au lendemain des indépendances, hein, mais pas les militaires androïdes que nous avons maintenant. Les généraux... Je pense que c'est... Ils font des écoles. Ils font une mauvaise organisation au moment de ce putsch-là. Et qu'ils ont vite fait de corriger, et je pense que maintenant les choses sont déjà rentrées dans l'ordre et les responsabilités sont déjà situées. Et bon, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance et bon vent aux nouveaux dirigeants du Niger. Bah oui, comme disent les Anglais, wait and see, on attend ce qui va se passer du côté de Niamey. Là, nous allons du côté du vieux continent où on va parler de la Pologne et de la Lituanie qui envisagent la fermeture de leurs frontières avec leurs voisins biélorusses. Wagner aux portes de la Pologne et de la Lituanie inquiète les autorités de Varsovie et de la Lituanie. Totalement logique, compréhensible. Il faut défendre la sécurité nationale. C'est une question de sécurité nationale. Wagner a une réputation en Europe
Et sa réputation, c'est sa capacité de nuisance et de déstabilisation. C'est aussi la Biélorussie qui s'est avérée être en de très bons termes avec la Russie. Donc, c'est tout à fait logique. La question qu'on peut même se poser, c'est pourquoi est-ce que cette frontière n'avait pas été fermée depuis? Et qu'est-ce qui nous dit que des dispositions de renforcement de la circulation au niveau de ces frontières-là n'avaient pas déjà été prises et que maintenant on décide simplement de dire que, bon, là, officiellement on ferme nos frontières. Alors, le fait que désormais le groupe paramilitaire Wagner soit stationné du côté de la Biélorussie, est-ce que ça ne cache pas une nouvelle stratégie du Kremlin? Évidemment, oui, ça peut être le cas parce que nous connaissons très bien Poutine, qui est un fin stratège, un pur produit du KGB. Vous savez, tout ce qu'il fait, il faut vraiment prendre du recul, analyser pour mieux comprendre. Parce que c'est oui, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé en Ukraine, mais là, on se rend compte qu'il n'avait pas bien réfléchi. Hein? Non, justement, il faut aller au-delà. J'ai suivi un conférencier me fait une démonstration comme quoi c'est peut-être un jeu entre Poutine et Prigojine pour identifier ceux-là qui sont réellement les opposants internes, parce que jusque-là, vous savez, c'est des gars qui sont tapis dans l'ombre, qui ont du mal à se prononcer, à s'identifier, parce que créant l'homme fort du Kremlin. Donc, ce chamboulement a permis d'identifier, parce que aussitôt comment ils ont appelé la rébellion a démarré, il y a eu des soutiens qui se sont prononcés directement vers Prigojine pour lui offrir leur soutien, pour lui offrir leur adhésion. Mais c'est des gens qui jusque-là ne se prononçaient pas. Et on l'a aperçu du côté quand même de la Russie lors du sommet africain. Exactement. Donc vous comprenez que tout ça n'est que stratège. Moi, je pense avec beaucoup de réserve et je me dis, attendons de voir la suite. Attendons de voir la suite parce que jusque-là, les gars semblent ne pas être inquiétés et c'est cela en fait qui fait que la Pologne et l'autre, ils ont décidé de prendre leurs dispositions très tôt. Voilà. Alors, dites-moi un peu, Morgane, vous êtes un consultant en géopolitique. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'après cette rébellion ratée du groupe Wagner du côté de la Russie, aujourd'hui les mercenaires de Wagner se retrouvent un peu comme des chiens errants? C'est nécessaire avant de les remettre, surtout ceux qui ont été impliqués directement dans cette rébellion, c'est nécessaire avant de les remettre sur le terrain. Pourquoi? Parce que il faut, même si cela peut s'apparenter à une mise en scène, il faut quand même envoyer un message fort à toute personne qui aurait, à un moment donné, l'idée de vouloir se retourner contre Moscou. Et ce message fort, c'est qu'on peut, puisqu'on leur a donné deux choix, soit vous restez dans le groupe Wagner ou vous rejoignez l'armée. Et il y en a qui ont rejoint l'armée russe et qui seront naturellement... Vont-ils rester en vie? Bon, c'est quand on vous envoie à l'armée, on vous envoie au front, vous avez une idée de ce qu'on vous demande de faire. Ils resteront en vie s'ils se battent suffisamment pour rester en vie. Donc là, c'est tout à fait compréhensible qu'ils soient en train d'errer. Mais est-ce qu'ils sont en train d'errer? C'est la question. Est-ce qu'ils ne sont pas là en stand-by pour d'autres missions? Est-ce qu'ils ne sont même pas en mission actuellement en Biélorussie? Parce qu'il y a des analyses qui montrent à quel point même le président biélorussien a besoin d'une garde rapprochée à laquelle il pourrait réellement faire confiance. Et il n'y a pas mieux actuellement que le groupe Wagner pour sa propre sécurité en Biélorussie. Parce que et vous savez, il y a un facteur très intéressant quand on lit un peu les stratégies de guerre. Dans l'art de la guerre, il suffit parfois de mettre KO, même quand vous jouez aux échecs, le roi, et c'est échec et mat. Et donc, la sécurité de Loukachenko, c'est important pour que la Biélorussie reste et demeure l'allié sûr de Moscou. Tout comme en Tchétchénie. Hein. alors, monsieur Zola, dites-nous un peu, croyez-vous qu'aujourd'hui, la Russie est dans cette logique de pouvoir isoler certains pays baltes, tels que la Lituanie, l'Estonie? Moi, j'ai une vision beaucoup plus ouverte de la chose. Je me dis, Moscou est dans une stratégie géopolitique, je vais dire, de repositionnement. Et cela ne se limite pas seulement aux pays Balkans.
Je pense que la Russie va au-delà parce qu'elle nourrit des Oui, on sait aspirations. qu'il nourrit des ambitions du côté de la Serbie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut continuer de nourrir des ambitions du côté des pays baltes, tels que la Lituanie, l'Estonie? Évidemment, connaissant un peu l'histoire de l'URSS, je pense que c'est foncièrement naturel qu'ils se tournent vers ces pays-là. Je pense que c'est carrément parce que c'est des gens qui n'ont pas vraiment digéré cette explosion de l'URSS dans le temps. Donc, ils nourrissent toujours le rêve d'une certaine, une réunification, je peux dire en griffe, mais bon, c'est un rêve. Mais je pense que, l'avenir nous dira. Alors, avant que l'avenir nous dise, il y a encore quelques jours, lors d'une rencontre, le président russe et le président Vladimir Poutine annonçaient déjà que certains membres de Wagner pouvaient passer de l'autre côté. Est-ce que c'était déjà une façon d'annoncer aux pays de l'Ouest que, attention, Wagner est en train de vouloir émigrer vers chez vous? Est-ce que c'est leur dit attention? C'est quand même une façon de mettre en relief le danger et l'atout. Vous savez, le danger, c'est quoi? C'est que c'est un avertissement aussi pour ceux-là qui pourraient aller de l'autre côté et qui se retrouveraient dans une dynamique de trahison. Et c'est aussi la possibilité d'avoir, c'est une façon de dire aux pays de l'Ouest que, mais écoutez, j'ai des éléments qui vont se retrouver chez vous. Et S'ils ne sont pas déjà là. S'ils ne sont pas déjà là, et la capacité de nuisance de la Russie à tout moment peut se faire ressentir à votre niveau. Vous voyez, nous sommes dans une situation où toutes les cartes sont sur la table. Et il faut agir pour pouvoir décider de l'issue de ce conflit, de ce jeu-là. Il y a une chose qui est certaine. Les différents acteurs, que ce soit les États-Unis, la Russie, je ne vais pas compter l'Ukraine directement, mais les autres pays membres de l'OTAN sont conscients du fait qu'il va falloir à un moment donné s'asseoir avec la Russie, s'ils ne sont pas déjà assis plusieurs fois dans l'ombre et qu'on ne sait pas, et décider de comment est-ce qu'on s'entend. Concernant l'Ukraine. Concernant l'Ukraine. Comment est-ce qu'on s'entend pour que nos investissements, que personne ne perde, mais que tout le monde gagne. Parce que c'est ce qui va se dire à la fin. Et ça, je pense qu'on est très proche de se retrouver dans ce contexte. L'OTAN aux portes de la Russie par l'Ukraine, ce sera quand même, c'est un peu compliqué. Hein. Non, il y a aussi cette tendance à vouloir faire croire que la Russie veut reconquérir tous ces pays anciens membres de l'Union soviétique. Non, la Russie, même si elle peut penser à cela, est consciente du fait que... Oui, mais Ramzan nostalgie, la mère patrie. Oh non, il y a un fait clair. Le réalisme russe est quelque chose qui a toujours dominé dans les relations politiques en Russie. C'est-à-dire, ils sont conscients du fait qu'au XXIe siècle, avec la dynamique qui existe aujourd'hui, c'est impossible de reconstituer l'ex-URSS. Mieux, avant qu'on assiste à l'URSS, ces pays-là étaient indépendants. C'est la conquête qui a eu entre-temps, qui a fait qu'on s'est retrouvé avec un bloc. C'est pour ça qu'on parle de construction et déconstruction des États. Donc, je pense qu'il faut éloigner cela. Mais la cohabitation s'impose. Ce n'est pas un choix. La cohabitation s'impose, mais il faut que nous mettions en relief cet aspect de la Russie. L'OTAN aux portes de la Russie. C'est réellement ça le réel problème. La Russie digère très mal l'avancée de l'OTAN. Ce n'est pas forcément le rêve de reconstituer l'ancienne Union soviétique qui est l'élément déclencheur. Mais le réel problème, c'est essentiellement l'avancée de l'OTAN vers l'URSS, vers la Russie. Mais pourquoi est-ce que les gens se sentent obligés de le faire? Pourquoi est-ce que les gens se sentent vraiment obligés? That's the question. Ah ouais. Dernière escale de cet après-midi, nous allons du côté du Pacifique. Là, nous sommes en Nouvelle-Zélande, probable membre du pacte anglo dans l'Indo-Pacifique. La Nouvelle-Zélande, la nouvelle destination des Occidentaux. Quand vous avez la parole, vous la gardez. Je vais peut-être revenir pour dire c'est la politique stratégique de Poutine qui pousse
certains réellement actuellement à se sentir très mal à l'aise dans leur fauteuil. Les gens sont obligés maintenant de se lever et d'aller reconquérir, d'aller vers d'autres pays pour étendre leur influence. Parce que désormais, nous sommes en train d'aller vers un nouvel ordre mondial qui est en train de se redéfinir avec la position de la Chine, avec la position de la Russie. Aujourd'hui, les cartes sont en train d'être redistribuées. Et c'est celui qui est présent sur les terrains qui pourra vraiment avoir l'avantage. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que les États-Unis montent dans la zone Pacifique pour étendre leur extension. Mais le réel problème, c'est quoi? La Russie, jusque-là, a déjà un embryon. Je veux parler des BRICS. C'est un embryon qui a déjà beaucoup d'avance sur les États-Unis, je vais dire, parce que déjà, ils n'ont pas vu venir. Et le coup a été très rapide. Et aujourd'hui, ce BRICS-là est en train de s'étendre dangereusement. Oui, mais les BRICS, ce n'est pas que la Russie. Hein? Justement. Mais c'est l'une des initiatives de la Russie et de la Chine. OK, d'accord. Alors, je me retourne vers vous. Le fait que Emmanuel Macron de la France, Anthony Blinken et Lord Austin se sont retrouvés du côté de la Nouvelle-Zélande, est-ce que c'était juste une coïncidence ou alors une stratégie diplomatique? En relation internationale, surtout lorsque ces acteurs étatiques sont concernés, il n'y a pas de coïncidence. Hein. C'est des gens qui aiment fonctionner comme Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. On calcule tout. Même les prises de parole, c'est parfois même, on s'affiche. Il y a même les photos, un message. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2 qui étaient présents en Russie, mais ont décidé de ne pas apparaître dans la photo. Il y a un message. Il n'y a pas de hasard. Il y a des tractations diplomatiques de grande envergure qui se font actuellement un peu partout dans le monde. Le dynamisme du président Macron montre à quel point la France a besoin forcément de s'inscrire sur un front productif. La question aujourd'hui, ou ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui tout le monde est dans le mouvement, c'est qu'on ne sait pas lequel des points sera réellement productif. Et donc on est obligé de tenter sa chance pour certains un peu partout. La France a manifesté le désir d'aller à la rencontre des BRICS, mais les BRICS ont dit, on ne te veut pas à ce sommet. Et ça, la France n'a pas dit son dernier mot parce qu'elle va mettre en œuvre tous. Et quand on connaît la force de la diplomatie française, hein, voilà. Donc, ce ne serait pas surprenant, en dehors de voir la France présente, qu'on ait quand même des acteurs qui sont là dans les intérêts de la France. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous croyez que la Nouvelle-Zélande peut rester neutre dans cette zone, dans cette partie du monde, où on doit absolument être d'un camp ou de l'autre? Oui, évidemment. La position de la Nouvelle-Zélande va la contraindre, va l'obliger à ne pas être neutre. Parce que forcément, il faut s'aligner derrière un bloc pour réellement pouvoir être présent. On peut imaginer déjà ce bloc. Hein? Pour être présent au moment de la redistribution. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se redéfinir. Et pour pouvoir être présent à ce rendez-vous, il faut déjà vite fait de choisir son camp. Et c'est cela qui justifie la présence de la France et les États-Unis. Et tout le monde court pour avoir plus d'influence un peu partout sur la Terre. Alors justement, parlant de cette zone Indo-Pacifique, les États-Unis ont invité la Nouvelle-Zélande à rejoindre l'alliance militaire AUKUS qui est composée des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, est-ce que la Nouvelle-Zélande pourra vraiment faire part de cette alliance quand on sait quand même que le pays a décidé depuis 1980 d'être un territoire dénucléaire. Oui, c'est même la raison pour laquelle elle doit tout faire pour se retrouver dans cette alliance. Parce qu'elle n'a plus ou elle n'a pas la garantie de maintenir sa propre sécurité au cas où elle se retrouve Qui parle de Nouvelle-Zélande parle quand même du Royaume-Uni aussi, oui, l'Empire britannique. Oui. Et on sait aussi que cet Empire britannique-là, en matière de gestion, se trouve confronté à des difficultés. Mieux, vous savez que dans la zone Indo-Pacifique, il n'y a pas longtemps, on a eu les exercices militaires. Exactement. Donc, la question, l'enjeu au niveau de cette région est d'envergure. C'est pour cela que
on a cette proposition qui est en train d'être faite à la Nouvelle-Zélande qu'elle va saisir, parce que si elle ne se dépêche pas de s'inscrire dans la logique, elle se retrouvera pratiquement seule. Et il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande. D'ici là, vous allez entendre que d'autres États de la zone... Il y a l'Indonésie également, qui est très courtisée. Exactement. On a besoin de dessiner déjà, de jeter des pions par rapport aux différents intérêts stratégiques et géopolitiques, surtout économiques, parce qu'il n'y a pas que le militaire, c'est surtout l'économie, parce qu'on a besoin de l'économie pour renforcer la capacité militaire de tous les différents blocs. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 31 juillet 2023, où nous avons parlé du sommet Russie-Afrique. Vous avez écouté les interventions de M. Zola Sylvestre et de M. Morgan Asogba Metonji. La petite escale du Niger nous a permis de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé depuis le mercredi, où les militaires sont désormais aux commandes du côté de Niamey. Nous sommes allés en Pologne et en Lituanie, qui envisagent déjà de fermer leur fermeture par rapport au groupe Wagner, qui est déjà stationné du côté de leurs voisins biélorusses. Et nous avons terminé par la Nouvelle-Zélande, qui d'ici à là pourrait également être membre du pacte anglophone dans l'Indo-Pacifique. Pour toute cette actualité internationale que nous avons décryptée, j'ai reçu pour vous Morgan Asogba Metonji, il est consultant géopolitique, et Sylvestre Zola, analyste de l'actualité internationale. Devant ce plateau sur ZAE Télévision, Tatiana Handa-Djemeya, toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve le lundi prochain quand il sera 16h30.